entrepreneur. Ce matin, entrepreneur dans le software, le logiciel, un logiciel de conduite de changement applicable à l'industrie, mais finalement pas que. C'est ce qu'on va voir avec vous, Vincent. Bonjour Vincent Hollet. Bonjour Oda. Alors vous avez fondé Gigli il y a 3 ans et demi. Gigli pour sa ressemblance avec Google, mais appliquée à l'ingénierie. Alors quelle était votre idée de base? Est-ce que vous avez identifié un manque? Alors oui, effectivement, l'idée vient d'il y a 10 ans. Un manque. On avait fait un constat. Le premier constat qu'on avait fait, c'était de dire que les produits devenaient de plus en plus fonctionnels, de plus en plus complexes. L'exemple typique, c'est de prendre nos téléphones portables. Ils ont aujourd'hui des capacités qu'avaient pas nos ordinateurs il y a 10 ou 15 ans. C'est le premier constat. Deuxième constat, c'est qu'on a une émergence de technologie aujourd'hui. On vit dans un monde absolument incroyable. Donc c'est merveilleux. Par contre, effectivement, lorsqu'on met un ingénieur devant la conception d'un nouveau téléphone, globalement, il a plein d'idées pour faire ce nouveau téléphone, mais il est complètement dépourvu devant la prise de décision en disant quelles sont les technologies qu'il faut marier ensemble pour faire ce produit. Ça, c'est le constat qu'on avait fait il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on a développé un logiciel effectivement pour être capable d'accompagner les ingénieurs dans cette prise de décision et finalement de tacler un petit peu cette hyper complexité et rendre les choses qui peuvent paraître à premier abord insolvables, solvables avec un bon produit. Oui, c'est ça, parce que les contraintes en plus se sont aggravées, on va dire, depuis 10 ans. Il y a la contrainte évidemment environnementale, technologique et puis maintenant sanitaire. Donc comment Gigli aide à concilier toutes ces contraintes? Alors effectivement, c'est une bonne remarque. Donc évidemment, on vit dans un monde où on voit bien qu'aujourd'hui on peut plus tout maîtriser et qu'il y a une certaine notion de compromis à faire. Alors ce genre de logiciel, ce qu'on appelle les logiciels d'intelligence humaine augmentée, qui mixent de l'IA et du savoir-faire, finalement nous permettent de tester énormément de scénarios pour voir de quelle manière différents points de vue vont pouvoir se confronter. Donc ça a plein de sujets d'application. Alors vous en parliez, les problèmes de crise sanitaire, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça? Aujourd'hui, personne ne le sait, c'est quand même plus sympa de tester plein de scénarios pour voir. La transition écologique, avoir moins d'impact en termes de CO2, ça permet de tester plein de technologies et se dire finalement qu'il y a des scénarios prédominants qui sont intéressants, d'autres qu'on aurait imaginé à premier abord intéressants, qu'ils sont franchement moins de divers points de vue. Et on dit souvent que la crise est une opportunité. Est-ce que justement ça a été un révélateur pour vous et comment vous saisissez de ces opportunités nouvelles? Alors je pense qu'effectivement la crise est un vrai révélateur pour tout le monde. On le voit de plein de manières complètement différentes. La manière la plus importante, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'industries. Alors je parlais d'industrie, mais je pourrais parler de bien d'autres domaines qui cherchent maintenant à être leader. En fait, ils cherchent à se révolutionner un peu plus rapidement. Donc effectivement, le téléphone sonne un peu plus souvent chez Gigli parce qu'il y a des industries qui se disent si on n'est pas des leaders, on va passer un peu à la trappe ou on va prendre une vague de retard sur la concurrence. Donc oui, ces crises-là nous forcent finalement à nous renouveler de manière beaucoup plus rapide. Et donc finalement à innover et aller chercher des solutions qu'on n'aurait pas imaginé faire tout de suite et peut-être dans 10 ou 15 ans. Et si on prend par exemple un secteur en particulier, je pense à l'aéronautique et Airbus qui veut par exemple lancer l'avion à hydrogène maintenant d'ici 15 ans, vous intervenez comment dans ces innovations qui sont complètement bouleversantes en fait? Oui, alors ça va être bouleversant pour tout le monde, c'est bouleversant pour eux parce que c'est une manière de concevoir et de penser des problèmes complètement différents. Et puis ça va être un bouleversement pour nous parce que le mode d'usage et d'utilisation de l'avion va être un peu différent. Donc comment on intervient? On intervient déjà, la première étape, c'est de capitaliser leur savoir-faire. On n'a pas de raison de créer des savoir-faire avec de l'intelligence artificielle s'il n'y a pas besoin. Donc c'est de capitaliser leur savoir-faire. Ensuite, c'est de les accompagner en disant c'est quoi les futures trends, les futures tendances qu'on va avoir à l'avenir. Et puis finalement, quelles sont les technologies qu'on a disponibles aujourd'hui ou qu'on aura disponibles demain qui vont nous permettre de concevoir rapidement un avion hydrogène sûr qui va atteindre les objectifs qu'on lui fixe. Et qui peut se servir aujourd'hui de votre logiciel? Est-ce que les nouvelles générations ils répondent plus facilement que les anciennes? Alors effectivement, les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus, elles ont vécu dans un monde informatique finalement, donc elles sont beaucoup plus à même de se dire c'est les technologies vers lesquelles j'ai envie d'amener. Alors il y a encore 5 ans, c'était des choses un peu geek, on va dire, c'était très informatique. Aujourd'hui, c'est devenu des choses extrêmement simples. On est quasiment proche d'un langage naturel pour décrire quelque chose d'extrêmement complexe. Malgré tout, effectivement, ces jeunes générations, elles ont très envie de ça parce qu'elles ont compris que faire et défaire, c'était toujours travailler mais que c'était pas forcément très valorisant et puis qu'elles n'ont pas franchement envie. Donc effectivement, elles sont très à même de venir jouer sur ce genre de technologie et d'accélérer leur déploiement dans l'industrie. Voilà. Mais les plus anciennes s'y retrouvent également? Oui, bien sûr, les plus anciennes s'y retrouvent également. Alors, on vit par exemple dans un monde où aujourd'hui on parle de nouveaux modes de collaboration avec le télétravail. Les solutions qu'on voit aujourd'hui très utilisées sont plutôt des solutions de visioconférence, etc. pour essayer de faire un peu comme si on ferait dans la vraie vie.
Mais à distance, effectivement, on voit quand même l'émergence de technologies. Alors, les technologies comme Gigli en sont une, qui nous permettent de collaborer un peu différemment. Les jeunes générations sont un peu moins matinales que l'étaient les anciennes générations. Et donc, l'exemple typique, c'est que chacun peut travailler un peu à l'heure qu'il veut. Et puis, c'est ces logiciels de collaboration un peu avancés qui vont gérer les compromis et permettre de chacun de travailler ensemble à son rythme, finalement. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on continue de travailler en équipe malgré tout, mais peut-être aussi un peu plus chacun dans son coin, un peu plus distancié en fait. Ouais, exactement. Alors voilà, il y a plein de problèmes à la collaboration. Il n'y a pas que le problème de se dire il faut se voir pour pouvoir communiquer ou faire un tableau blanc virtuel. Il y a aussi le fait de dire il faut tirer parti des décisions que chacun va prendre en comprenant l'impact que ça va avoir au niveau global. Et ça aujourd'hui, dans la complexité et dans le monde dans lequel on vit, on a du mal à le faire si on ne prend pas un ordinateur ou des ordinateurs pour nous aider, nous suppléer. Et en termes d'organisation du travail, est-ce que ça a un impact aussi? Alors oui, ça change un petit peu les choses, ça change les perspectives parce qu'on peut étudier plus de solutions, ça change aussi les perspectives parce que finalement on est capable d'aller tester des choses un peu nouvelles. Alors on peut changer les organisations parce que ce genre de méthode et d'outils permet de travailler complètement différemment, mais on peut aussi les garder comme elles sont aujourd'hui en gardant le savoir-faire et puis en utilisant ces logiciels-là simplement comme un support. Voilà. Et alors, si les machines vous indiquent en fait quelle est la solution la plus à même de marcher, est-ce que ça veut dire que c'est elle qui va décider? Alors non, heureusement. J'espère que jamais personne n'utilisera de l'IA dans ce sens-là, même si nous on n'est pas une méthode d'intelligence artificielle en tant que telle. Bien évidemment, notre but c'est d'outiller les gens, pas forcément que les ingénieurs d'ailleurs au passage, d'outiller les gens pour explorer un champ des possibles qu'habituellement ils n'ont pas le temps d'étudier, aller chercher des nouvelles solutions qui feront peut-être plus sens dans 5 ou 10 ans et se dire tiens, peut-être que maintenant commence déjà à faire sens. Et l'idée c'est simplement d'explorer, de rendre la main après aux hommes pour que les hommes puissent gérer les compromis et puis prendre la bonne décision dans un contexte donné. Voilà. Et on vous retrouve beaucoup dans le secteur industriel, mais votre envie, c'est aussi justement de vous développer peut-être vers les services. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on explore aujourd'hui d'autres domaines, parce que finalement, ce qu'on appelle l'intelligence humaine augmentée, c'est simplement capitaliser la logique, la manière de penser. Donc évidemment, il y a une manière de penser en finance. On a aujourd'hui développé des applications dans la finance, dans le private equity, dans la connexion entre l'ingénierie financière et l'ingénierie de produits, pour trouver quels sont les meilleurs roadmaps de développement technologique. Et puis on se développe aussi en ce moment beaucoup sur la partie ressources humaines en disant comment on gère des équipes en télétravail, quelles sont les bonnes compétences en télétravail, celles qui doivent venir travailler, etc. pour mieux collaborer et faire des choses pertinentes. Et comment on continue aussi de former les gens, parce que j'imagine qu'on vous trouve dans les écoles d'ingénieurs, parce qu'il faut former aussi à votre logiciel. Oui, alors effectivement on enseigne en école d'ingénieurs. Alors on enseigne pour former à ces nouvelles technologies-là qui arrivent et qui vont faire finalement le monde de demain, parce que demain on va retirer un peu la pénibilité. Faire et défaire c'est un peu pénible quand on défait toujours la même chose. Donc on va retirer un peu la pénibilité. Donc finalement on enseigne dans des grandes écoles d'ingénieurs notamment pour aider à dire c'est quoi les nouveaux modes de fonctionnement, comment on va travailler demain avec ces nouvelles technologies qui ne vont plus être qui vont être incontournables finalement, parce qu'on la complexité du monde de demain va encore augmenter par rapport à celle d'aujourd'hui. Et alors comment on récupère les données justement sur les nouveaux secteurs financiers, toutes les données qui vont constituer le logiciel en fait? Est-ce que c'est un travail difficile? Alors c'est toute la valeur des logiciels d'intelligence humaine augmentée, un peu comme Gigli, qui est dit en fait on ne travaille pas sur des données explicites comme une base de données où l'IA apprendrait. En fait on va capitaliser la logique, donc on va vraiment s'appuyer sur le savoir-faire des gens, sur leur retour d'expérience, et c'est ça qu'on va capitaliser. Alors c'est plus difficile dans le sens où il faut aider les gens à finalement poser sur la table tous les raisonnements un peu irrationnels qu'ils ont, mais ça ne demande pas énormément de travail par rapport à générer une base de données de millions de données pour que l'IA soit capable de capitaliser les choses. Donc aujourd'hui on a vraiment développé des choses extrêmement simples, c'est presque comme remplir un fichier Excel, de remplir un Gigli qui va vous permettre ensuite d'extrapoler de manière informatique une logique de pensée sur un champ des possibles extrêmement vaste. Mais si ça vient de l'humain, ça veut dire qu'il y a quand même des risques d'erreur, non? Alors oui, bien sûr, les risques n'existent pas. L'avantage de l'intelligence humaine augmentée par rapport à de l'intelligence artificielle, c'est qu'on sait expliciter la manière dont ça pense, et donc on sait détecter lorsqu'il y a un raisonnement qui nous paraît un peu curieux ou bizarre. Donc qui est biaisé par quelque chose. Exactement. Il y a toujours du biais dans la notion humaine. Nous, on est vraiment l'implicite qu'ont les hommes dans leur savoir-faire. Mais on voit aujourd'hui que quand ils capitalisent leur savoir-faire d'il y a 20 ou 30 ans d'expérience, il y a quand même moins de biais, il y a quelques biais d'exploration, mais finalement on les tue en allant explorer des solutions qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer, avec leur logique.
Et vous avez créé Guigli, enfin vous y avez pensé il y a une dizaine d'années sur un sujet de thèse. Est-ce que vous avez encore un peu plus avancé sur les réponses à votre thèse aujourd'hui? Ah bien sûr, oui, on a beaucoup travaillé. Guigli, c'est 10 ans de travail déjà, donc presque 5 ans depuis que c'est commercial. Ça a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de recherche. On a beaucoup mûri ces 5 dernières années avec nos clients. Aujourd'hui, on travaille quand même avec beaucoup d'acteurs industriels du CAC 40, de plus en plus. Et donc effectivement, ça nous a permis de ramener tous ces travaux de recherche dans un monde un peu plus réel et puis de les rendre très applicables aux problématiques de tous les jours qu'ont tous les gens, les hommes et les femmes qui travaillent autour de la conception de nouveaux produits ou de nouveaux services. Ouais, pour que ce soit réel. Merci beaucoup Vincent Hollet. Je rappelle que vous êtes fondateur de Guigli.